Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Merci d'avoir pris un peu de temps pour écouter un gars qui n'a jamais scoré un but de sa vie vous parler de comment peut-être en compter plus. On va commencer. Je vais vous présenter le plan de la journée. Je vais faire une petite parenthèse sur comment décoder un gardien d'un point de vue, pas d'un point de vue de coach de goaler, mais qu'est-ce qui est facile à reconnaître d'un point de vue d'un coaching staff. Exemple, tu coaches un club Pee-Wee ou Bantam 3A, puis tu as juste un warm-up pour prendre un feel du gardien de l'autre côté, ou tu es rendu à ton deuxième ou troisième match contre ce gardien-là dans la saison, puis tu veux déjà exposer certaines tendances d'une façon simple, là, simple à comprendre, puis à analyser pour toi, mais aussi à communiquer à tes joueurs. Puis aussi, pour ce qui est du reste, comment maximiser nos scoring chances pour que ce soit le plus difficile possible pour les gardiens de but. Donc, en situation de tir franc. Situation de surnombre là, où est-ce que le porteur de la rondelle il peut shooter ou passer. Comment mettre le goaler un peu dans une situation d'entre-deux, en fait. Maximiser et bonifier nos situations parce qu'il y a du trafic. Comment profiter des jeux au poteau. Puis je vais beaucoup parler du RVH là-dedans, mais ça va être la même affaire pour ceux qui me poseraient la question, que ce soit VH ou One Pat Down. Aussi, comment profiter des situations sur des passes de derrière le but vers l'enclave. Les outside drives, là, des situations où est-ce qu'un joueur va déborder le défenseur puis couper au filet, ou déborder un gars qui backcheck puis qui pourrait couper au filet. Puis une petite parenthèse à la fin sur les échappées aussi. Donc, on va commencer par décoder un goaler. Encore là, on n'y va pas nécessairement avec quelque chose d'extrêmement défini. Si vous avez la chance d'être dans un niveau où est-ce que vous avez un entraîneur de gardien à temps plein avec vous, il va être capable de vous donner un portrait beaucoup plus avancé que ça. Mais c'est plus pour les équipes qui n'ont pas nécessairement de goalie coach avec eux pendant les matchs. Puis aussi donner des grandes lignes là, à ces joueurs pour être capable de dealer avec différents styles de gardien. Fait que je vous propose deux choses. Première chose, être capable d'identifier c'est quoi son mindset ou son style. T'sais. Puis on va juste les mettre là, deux gros stéréotypes, deux grosses catégories. Les calmes et patients, puis les rapides et agressifs. Je sais que c'est plus gris que ça dans la vie, là, mais fais juste penser à ton ou tes gardiens que tu as eu cette année, puis classe-les dans une ou dans l'autre. C'est sûr que tu vas être capable d'y donner quand même une tangente. Donc, première chose, c'est d'être capable de décoder, c'est ça, le mindset du gardien de but. Puis, la deuxième chose, que c'est relativement facile de voir rapidement, est-ce qu'il tourne les épaules sur les shots qu'il reçoit, puis quel côté que c'est le plus flagrant. Donc, encore là, il y a des affaires plus spécifiques que je vais vous présenter, mais là, c'est seulement les grandes lignes. Le goaler qui est calme et patient contre lui, idéalement, tu joues vite, puis tu shoot loin du milieu du net. Le goaler qui est plus rapide puis agressif, contre lui, si tu as une chance d'étirer le jeu, ce que je veux dire, c'est ton jeu, tu as une demi-seconde pour le faire, mais normalement, tu vas jouer vite parce que c'est ce que les coachs t'enseignent, puis la game, elle veut ça. Mais quand tu as une chance contre un gardien qui est vraiment rapide, qui est vraiment agressif, de prendre le maximum de temps que la game te donne, prends-les. Parce que c'est des gardiens qui deviennent un petit peu anxieux puis qui n'aiment pas ça attendre. Si tu as une chance de le déborder, déborde-les parce qu'ils aiment ça challenger. Puis souvent, en le débordant, c'est là que tu vas être capable de le battre au travers. Donc, je vais montrer quelques clips. Exemple de goaler qui est plus calme, plus patient. C'est des gardiens souvent qui vont jouer un petit peu plus profond, qui vont bien bloquer, que ça va être dur de les battre au travers, qui vont rarement être pris hors d'équilibre. Fait que contre eux, tu joues vite, tu tiens loin du milieu du net. J'ai une coupe de clips sur des gardiens qui est un petit peu plus dans ce style-là. On passe au goaler rapide et agressif. Tu sais, vous allez voir, j'ai des clips qui vont se promener là, dans ma présentation entre des exercices, des drills avec des gardiens juniors majeurs, une coupe de séquences de match aussi avec mon club des voltigeurs de Drummondville dans la Q, puis des clips de la Ligue nationale. Sauf que les concepts que je vais vous présenter, ça peut s'appliquer à tous les âges, puis en fait, ce serait important de les utiliser puis de commencer à les rentrer avec nos joueurs pour des catégories plus jeunes aussi. Donc, mon goaler cette année, mon gardien numéro 1, Anthony Marone, qui a fait une grosse job pour nous puis que j'ai adoré. Lui, il est clairement dans la catégorie des plus rapides puis plus agressifs. C'est des gardiens qui vont souvent jouer un peu plus haut dans leur filet, des gardiens qui sont explosifs,
Des gardiens qui aiment tirer, parfois quand il y a des jeux proches d'eux autres. En voilà un autre. Je pense que personne n'est surpris que je l'ai mis dans la catégorie des plus rapides, plus agressifs. Donc, pour compter contre ces goalers-là, souvent, c'est d'être capable, comme je vous disais, de prendre le maximum de temps que la game app donne. Juste, vous voyez Sherbrooke là-dessus qui a attendu une fraction de seconde de plus le temps que notre goaler se couche. Ça peut être dans cette situation-là, quand tu as du temps et de l'espace, au lieu de laisser partir ta shot tout de suite, de la transporter en largeur un peu. Souvent, c'est là que les gardiens ils vont chercher, ou ils vont devenir un petit peu plus anxieux, puis ils vont avoir tendance à bouger pour rien. Oups. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que nous autres, dans notre coaching staff, si on est capable d'identifier juste un gars qui est responsable de ça, ça peut être le goalie coach, ça peut être un des adjoints, puis que tranquillement, on rentre cette façon de voir les gardiens adverses-là dans nos joueurs aussi. Donc, ce qui va arriver, c'est par rapport à ces tendances-là, on va pas nécessairement tout le temps taper sur le même clou. Tu sais, pour travailler avec du midget 3A, puis travailler avec du junior majeur, souvent je vois la nuance. Les gars juniors sont plus matures. Quand je donne un scouting report à mes gars midget 3A, ben, souvent on dit contre ce gardien-là, exemple, tu shoot côté blocker, ben là, sans regarder, tout le monde se met à shooter côté blocker en première période. C'est pas ça. C'est quand tu as une occasion de prendre ta meilleure shot, que tu as bien vu le trou, puis que la POC est bien placée sur ta palette, puis tu le sens, vas-y avec ce que tu as vu. Mais ces grandes guidelines-là qu'on peut donner à nos joueurs, il faut qu'ils sachent qu'à toutes les fois que tu n'as pas eu le temps de regarder, que ta POC est mal placée sur ta palette, que l'angle de tes patins n'est pas bon, que tu n'es pas capable d'aller dans tes forces à toi comme shooter, ben, va dans les faiblesses du goaler de l'autre côté. Fait que c'est quand même un gros pourcentage des shots. Même les chances de marquer qu'on crée dans une game, souvent, les gars, ils n'ont pas l'occasion de prendre leur meilleur tir possible. Fait que juste de savoir ces tendances-là, ça leur permet des fois de mettre le gardien là, dans une position qui est plus difficile. Donc, on avait parlé de reconnaître le mindset du gardien, puis aussi d'être capable de voir est-ce qu'il tourne sur le tir. Puis souvent, quel côté qui tourne le plus. Fait que ça, un coup, vous avez identifié ça, ça vous permet de savoir est-ce qu'il est plus faible côté blocker ou côté mitaine. Ça ressemble à ça, tourner sur une shot. Ça peut être low blocker, ça peut être high blocker, ça peut être côté mitaine. Puis évidemment, c'est pas sur toutes les lancers que ça va nécessairement arriver, mais c'est d'être capable d'identifier une tendance. Là, on peut voir ce gardien-là. Overall, dans l'exercice, il y a des séquences qui fait bien des deux côtés. Il vient d'en manger une d'en face, t'es pas content. On peut voir que tout ce qui est côté mitaine, ça va bien. Côté blocker, comme la dernière, ça arrive plus souvent qu'il va tourner ses épaules. Ça veut dire que les shots qui sont côté blocker, il va avoir plus de trous. Donc, j'ai pas le temps d'avoir regardé au net. Ma puck est un petit peu mal placée. Je la shoot blocker side contre ce gardien-là. Si j'ai eu le temps de la regarder, j'ai vu qu'il était déporté et qu'il me donne un trou côté mid, ma puck a fait mon affaire sur ma palette, ben là, go, je vais la shooter glove side. Mais c'est un guideline qui peut donner un bon coup de main aux joueurs. Même chose ici. En fait, je vais vous laisser. Oups, excusez. Des fois, j'ai un petit peu de misère dans ma gestion de vidéo. Je ne parlerai pas pour toute la séquence de ce gardien-là. Il va recevoir une coupe de shot côté mitaine, une coupe de shot côté blocker, puis c'était juste un exercice d'échauffement. Où est-ce que notre shooter il avait le droit de lancer du côté qu'il ne voulait pas nécessairement d'ordre. Je vais laisser rouler le clip. Puis posez-vous la question à la fin du clip, quel côté qui a une tendance à tourner les épaules? Donc, si vous avez dit côté Oli, blocker, vous Oli, avez dit la bonne excuse-moi deux affaire. secondes. Tu Oui. peux juste repasser la séquence parce que de mon côté, on n'a pas vu la séquence, ça l'a comme arrêté, s'il te plaît. Ah, pour vrai? Ouais, s'il te plaît, juste la repasser un petit peu. Pas, pas de problème. Merci beaucoup. On repart ça. Est-ce que ça fonctionne, Oui, Alex? ça fonctionne mieux. Merci. Parfait.
Donc, évidemment, comme je disais, puis plus tu montes dans le niveau, des deux côtés, les gardiens vont exécuter des bonnes séquences. Mais il y a tout le temps un côté où est-ce que il va tourner un petit peu plus souvent, ou est-ce qu'il va te donner plus souvent l'occasion de le battre. Donc, si vous aviez trouvé côté blocker contre lui aussi, ben, vous avez vu juste. Donc, quand je parle de décoder un gardien de but, quel genre de goaler, quel genre de mindset il y a quand il joue? Puis, est-ce qu'il tourne les épaules sur les tirs? C'est quelque chose qui est assez facile à identifier. C'est quelque chose aussi qu'il faudrait que nos joueurs, tranquillement, quand la saison avance, ben, ils deviennent bons à reconnaître. Puis, si on rentre l'habitude dans notre plan de match de prendre une petite parenthèse de 15-20 secondes sur le gardien de l'autre côté, puis que nos joueurs comprennent bien, ils ont ça dans leur tête, puis après ça, ils font ce qu'ils ont à faire, puis ils vont être capables de maximiser le volume de shots que vous prenez au filet. Maintenant, on va parler plus des shots en tant que tels. Puis, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, j'ai indiqué ici Players Tribune, What You Don't Know About Being a Sniper de James Neal. C'est une lecture qui est vraiment intéressante pour ceux qui ont du temps libre présentement. Une gang de coachs de hockey, j'imagine que oui. Là. Ça parle de James Neal quand il a fait son premier camp pro avec les Stars de Dallas. C'est un gars qui avait quand même eu pas mal de succès dans la OHL, dans le junior. Puis il raconte comment il a réalisé que c'était pas la vitesse de la shot en tant que telle, mais vraiment le release qui faisait que c'était dur contre les gardiens de but. Quand il est arrivé à Dallas, c'était dans les belles années de Marty Turco, leur gardien numéro un. Puis il raconte dans son article qu'il shoot comme un défoncé, il veut vraiment le battre, il va de toutes ses forces, ses shots sont relativement précises, puis il dit j'ai l'air d'un enfant qui shoot contre un adulte. Là. Ça n'a aucun sens comment ça a l'air facile pour Turco. Puis il regarde Mike Modano à côté, que des fois il envoie des shots de piment au net. Puis Turco, ça y arrive d'avoir l'air carrément fou sur les lancers. T'sais. Donc après ça, il explique justement comment il a découvert que c'est pas tant juste la force de ta shot rendue là qui est payante, mais comment tu es capable de tricker le release puis de scraper un peu le jugement, la lecture du gardien. C'est pour ça que je m'adresse surtout aux coachs. Les coachs plus vieux, vous le vivez déjà, de niveau plus vieux, vous le vivez déjà dans vos niveaux. Mais tu sais, un entraîneur, puis oui, Bantam 3, c'est sûr que ton meilleur joueur, il est capable juste par la force, puis d'avoir une shot relativement précise, il va être capable de battre pas mal n'importe quel gardien facilement. Mais ce qui va arriver, c'est que la vitesse de réaction des goalers, surtout la shape des goalers, dans 3, 4 ans, 5 ans, quand ils vont mesurer 6 pieds, 6 pieds 2, 6 pieds 5, puis que le net ne sera pas plus gros, ce ne sera plus assez. Ce ne sera plus assez. Ça prend justement plus de nuances que ça. Fait que ça peut être dans les pratiques, des fois, de leur donner des défis. Ben, j'aimerais ça que tu travailles ton release de telle manière aujourd'hui, puis que tes goals, tu ailles les chercher de telle façon, exemple, pour commencer tout de suite à développer ça. Donc, évidemment, tu sais, pour les shots, ce qui est dur pour les gardiens de but, un lancer sur réception, un lancer en patinant, c'est vraiment difficile parce que le lancer sur réception, goaler, il est souvent en retard. Le lancer en patinant, c'est dur de savoir quand est-ce qu'il va être décoché. Je ne vais pas tant vous parler de ça aujourd'hui, mais j'ai une couple de clips qui parlent surtout de largeur de release, puis de vendre sa shot. Donc, pour ce qui est de la largeur du release, juste un instant. Quand on a une chance, quand on a une chance de pouvoir bouger son puck de gauche à droite, ça peut être sur une réception de passe, ça peut être en patinant vers le gardien de but, ça risque de mettre le goaler en sérieuse difficulté. Là, si on regarde ce goaler-là, on prend pour acquis que ça, c'est sa position de base, sa largeur de pied, les épaules, les mains comme qu'il aime être placé. Donc, sa position de base, c'est là-dedans qui est le plus confortable et le plus efficace à faire ses arrêts. Maintenant, si on bouge la rondelle, plus c'est large, plus le goaler a besoin de se déplacer pour pouvoir rester centré sur le puck, plus il y a de chances que la position de base devienne moins bonne. Là-dessus, il est plus large, ses épaules ont écrasé. Fait que là, notre shooter il se ramasse contre un goaler qui est plus petit qu'un goaler qui est moins en équilibre. Donc, c'est plus facile d'en profiter. Tout de suite, le forwarder de l'autre côté. L'autre avantage que ça donne, bien évidemment, le gardien, sa job, c'est d'être capable de se centrer sa rondelle. Mais si tu es capable de le faire vraiment vite, ben, ça se pourrait que le gardien n'ait pas eu le temps de se réajuster. Excusez. Ce ne sera pas long. Qu'il n'ait pas le temps de se réajuster. Fait que là, tu es juste capable de le battre straight avec un nouvel angle de shot. On va regarder un gars qui est quand même pas pire en situation de match.
Puis un long bâton en plus, puis un long reach là, dans le prochain clip, ça s'en vient. Bon. Dans deux situations différentes. Là-dessus, il carry le puck. Puis, vite et large, il part d'en avant de ses patins à large, puis il laisse partir. Donc là, on a vu Malkin shooter à rentre. Good job. Maintenant, je vais vous demander, bon là, vous le voyez. Là. C'est sûr que ça a l'air moins rapide étant donné, l'image était au ralenti, puis moi, ben, je la freeze. Mais si tu es capable de faire et vite et large, ça devient très dur pour le goaler, mais c'est important que tu sois capable de maîtriser les deux. Maintenant, quand la séquence va finir, je vais la repartir bientôt, vous allez voir Mackenzie Blackwood, le goaler des Devils. Là. Remarquez, il est déporté vers vous. C'est une shot qui a été côté blocker, mais Blackwood s'en va vers son côté mitaine. Parce que Malkin avait l'air de patiner. Il avait l'air de patiner un peu vers l'extérieur de la glace, mais il a ramené sa rondelle rapidement. Puis Blackwood n'a pas eu le temps de se réajuster. Même principe, mais sur une situation différente. Genre de loose puck que Malkin récupère encore là, vite. Excusez. Vite et large. Vous allez voir la prochaine séquence de caméra est en arrière du net. Donc, quand la rondelle va remonter, le goaler va être bien placé. Là, ça va. Le gardien, il est prêt, il est déjà stable, il est centré sur la rondelle. Mais quand la rondelle est partie, c'est pas la même game là-dessus. Blackwood a manqué un petit peu de vitesse à se réajuster. Donc, plus tu es large et vite, plus tu vas être capable de battre des goalers. Puis l'autre élément qui est très, très, très payant, puis dans mon livre à moi, pour pouvoir être un scoreur à un plus haut niveau, tu as beau shooter fort ou même shooter vite, mais tu vas avoir besoin de vendre ton tir de la bonne façon. Puis, ou je vais dire des fois show de shot aussi, là, mais c'est important que tu sois sharp là-dessus. Donc, je vais laisser aller la séquence, puis on va avoir une coupe de reprises après. Donc, la raison pourquoi Matt Duchene était capable de contourner le goaler sur le short side puis de revenir, c'est pas juste à cause que ses mains ont bougé vite pour sa feinte, c'est à cause de ça. Show de shot. Ce qu'on ne voit pas présentement, c'est que ça a débalancé le gardien, ça l'a rendu un petit peu anxieux et impatient. Puis là, ça a permis à Duchesne de justement le contourner avec sa feinte. Prochain angle de caméra, il y a le fun, tu sais. Puis en fait, je vais rewinder un peu là, juste pour que vous le voyez de la façon que Hallmark l'a vu. Tu sais, il y a un troisième gars de Nashville qui s'en vient, là, mais voyons-le comme un 2 contre un. La passe, si elle a la sphère, n'est pas large. Puis la passing lane est quand même bien défendue. Donc, ça permet à Hallmark de jouer très avancé. Il est en haut de son bleu. Donc, pour Matt Duchene, il n'y a pas grand place pour prendre une straight shot et être capable de compter. Maintenant, on ne verra pas sa vente de shot, mais regardez bien les pieds, puis l'équilibre, puis le côté un petit peu calme qui se transforme en impatience puis en anxiété d'Hallmark. Un gars qui vend bien, excusez, un gars qui vend bien sa shot va être capable de mettre des goalers dans le trouble à cause de ça. Donc, pour une shot qui est bien vendue, c'est d'être capable de vraiment faire un pas avec ses pieds, flexer son stick, et regarder où est-ce qu'on veut vendre ce qu'on veut vendre, mais vraiment avoir aussi un mouvement de momentum vers le net idéalement. Puis c'est là que les gardiens vont vraiment mordre. Maintenant, quand même un lien à faire avec ce que je viens de vous présenter, mais situation de tir ou passe. Idéalement, tu veux traverser la Royal Road le plus souvent possible. La Royal Road, c'est trace une ligne imaginaire dans le fond au centre de la glace qui a split en deux. Donc, à toutes les fois que la rondelle traverse le centre de la glace, ça implique un changement de direction puis un déplacement pour le gardien. Son pourcentage d'arrêt, il va baisser grandement. Puis, à toutes les fois que tu es dans un surnombre comme porteur de la rondelle, prends l'habitude d'être bon à vendre une fausse information avec tes yeux, avec l'angle de tes pieds qui patinent, avec tes pieds qui bougent qui ont l'air de prendre une shot, avec l'angle de tes épaules puis de tes hanches. Mais tu sais, si tu veux prendre une passe, faire une passe, vends une shot. Si tu veux faire une shot, vends une passe. On va voir ici. Commencer par les passes transversales. Tu sais, là, c'est évident.
C'était le jeu à faire anyway, de la façon que le back-check il s'organisait pour Pittsburgh. Mais regardez bien. Excusez. Si on rewind un peu. Quand le lancer se prend, Matt Murray n'est pas arrivé. Donc, il n'est pas en équilibre. Ça n'a pas l'air d'une si grosse shot que c'est, échappé avec sa mythe. Mais on a un goaler qui n'a pas eu le temps d'être en équilibre quand le lancer est parti. C'est quand même difficile à goaler. La deuxième chose qui va pouvoir arriver, bon, on vient de la voir. La deuxième chose qui peut arriver avec une passe qui traverse le. Imaginez une ligne imaginaire qui suivrait mon curseur, là. La Royal Road, c'est tough à dire. C'est soit que le gardien est en retard, ou sinon, souvent, ce que les goalie coachs on demande à nos gardiens quand ils sont un petit peu en retard sur une passe qui se fait rapidement, c'est de couper leur crease, d'arriver plus creux. Donc, Blackwood est arrivé là-dessus. Au moins, il est arrivé, mais il est profond. Fait que là, on se retrouve avec une shot partiellement screenée, puis un gardien profond. Ça a quand même été une game payante, là. Je pense que j'ai quatre vidéos différentes de la game Pittsburgh puis Détroit. Mais tout ça pour dire que si ça te tente de shooter contre un gardien en retard, si ça te tente de shooter contre un gardien qui goal profond, à toutes les fois que tu as la chance de traverser le puck du centre de la glace, profite-en. Deuxième chose, je parlais de vendre. Puis ça, tu peux le faire à tous les âges. Ça se coach à toutes les catégories. Ça va déjà être payant dans toutes les catégories, anyway. Mais si vous regardez ce but-là, oui, c'est un rush, mais tu sais, personne qui est très prêt à voir son goaler donner un but 5-hole de même. Sauf que, puis là, il n'y a pas le son, mais ça disait dans la vidéo que Lucic, je pense que c'est Milan Lucic qui le score, celui-là, que c'était son premier but en 13 matchs. Mais il l'a vraiment bien joué. OK? Parce que là-dessus, la job de Robin Lehner, c'est vraiment de donner la priorité à la shot. Il n'a pas le droit de se faire battre sa shot. Il faut qu'il fasse de son mieux, mais c'est vraiment en deuxième lieu pour rendre la job difficile au F2 qui pourrait recevoir la rondelle. Donc là, il a l'air bien placé. Il est au top de son crease. Il est gros, il a l'air en équilibre. Sa position de base est bonne. Sauf que Lucic, il en a fait juste assez. Excusez-moi. Il en a fait juste assez pour faire résister Leonard pendant une fraction de seconde. On va le voir là, sur le prochain plan. Regardez ses yeux. Ils sont vraiment vers le F2. Vraiment vers le F2. Puis si on va plus loin, même l'angle de ses patins, il est un petit peu tourné vers le centre de la glace, ce qui potentiellement ferait qu'il pourrait plus facilement ouvrir sa palette, faire une saucer passe au F2. Des fois, c'est juste assez pour faire résister le goaler puis le rendre moins efficace sa shot. Vendre une fausse information. Là, c'est le contraire. Ça va être une passe qui va avoir l'air d'une shot. Puis encore là, tu sais, le but, c'est d'être capable de le faire avec vitesse, en mouvement, mais d'une façon crédible. Mais remarquez bien, là, en ramenant la rondelle un peu vers l'arrière, en loadant cette jambe-là, puis en ayant l'air de flexer un peu, ben, pour Leonard, ça ressemble à un lancer. Fait que ce qui va arriver, finalement, elle va traverser de l'autre côté pour Leonard. Même pour le gars des Golden Knights ici. Mais quand elle va traverser de l'autre côté, vous allez voir, le goaler va tomber en papillon comme si c'était une shot. Finalement, il n'est même pas proche d'arriver. Fait que c'est vraiment important d'être capable de bien vendre. Puis à toutes les fois qu'on est dans une situation de surnombre puis que le puck carrier il est près de l'enclave ou dans l'enclave, c'est compliqué pour le goaler d'être calme puis d'être à 100% concentré sur le shooter. Même si c'est ça que les goalie coachs ont leurs enseignes. Maintenant, je vais passer à la portion trafic. Euh, idéalement, oups, excusez, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi j'avais du son qui kickback, donc je vais l'enlever. Idéalement, on veut shooter contre des gardiens qui ne sont pas comme ça sur des screens, des déviations. Donc là, c'est un goaler qui est compact, donc, puis qui est précis, qui est vraiment aligné avec le point de déviation. Fait qu'il y a vraiment le maximum de chances de l'avoir dans Beden. Puis pour lui, c'est facile s'il y a un rebound à le geler ou à le suivre. Même affaire ici. Un gardien qui est compact. Donc, encore là, maximise ses chances de l'avoir dans Beden. Puis plus facile de suivre un rebound. Ça ressemble à ça en situation de match. Donc, tu sais,
oui, on se dit, on va mettre des pucks au net, puis on va aller au net pour créer des rebounds, cacher à la vue du goaler, puis sur le volume, on va scorer. 100% d'accord avec ça. Mais il y a moyen d'être meilleur que ça. Il y a moyen d'être spécifique avec ce qu'on demande à nos gars qui sont net front, puis de les tenir surtout, de ne pas lâcher, puis de les tenir vraiment responsables, qu'ils deviennent des spécialistes. Puis aussi que nos shooters ils soient intelligents avec le trafic. Parce qu'on veut, c'est faire face à des gardiens qui ressemblent plus à ça. Les gars qui sont ouverts, qui sont stretchés. Fait que s'il y a une déviation au travers, par-dessus, ben là, c'est plus facile. S'il y a un rebound pour lui, quand il est tout écarté, c'est plus dur de le suivre aussi. On veut être intelligent dans notre façon de le faire pour créer aussi des goalers qui couraillent après leur puck. Celui-là n'est même pas si pire, là. Mais tu sais, un goaler qui se retrouve déporté puis qui est à l'extérieur de son crease puis qui est loin du centre de son but, là, ça vient payant. C'est des affaires comme ça, des goalers qui sont stretchés. Donc, je vais vous parler, tu sais, ah oui, du trafic. On met quelqu'un en avant du goaler, puis on drive le net, mais plus que ça. C'est important, c'est pas juste d'avoir quelqu'un qui est en avant des yeux du goaler. Il doit être là pour voiler le release. Si tu arrives plus tard, c'est pas pareil. Parce que le gardien, il a moyen de la voir partir, puis après de la perte de vue, puis d'être capable quand même de faire de quoi de bon. Mais si elle ne va pas partir, là, c'est vraiment dur de s'ajuster. Voiler la passe. Puis aussi, j'ai comme une coupe de clips par rapport à comment shooter intelligemment. Avec des flash screens opposés à la tête du gardien de but. C'est très payant aussi. Puis le plus possible, faire travailler notre goaler pour qu'il s'éloigne du centre de son but. Fait que coacher nos gars pour qu'ils shootent le puck puis qu'ils screen vraiment de façon intelligente. Je pense que cela est assez clair. Notre front avant release. Il est clairement là avant. C'est tough pour le goaler dans ce temps-là. Oli, en plus, bon, tu sais, on en a parlé un peu hier soir, mais tellement intéressant. L'autre jour, on a une conférence avec Sébastien Bordelot, puis il présentait justement un gars de Nashville qui fait juste maintenant, en plus, sauter devant le gardien quand la rondelle arrive. Fait que pour vraiment que le goaler ne voit vraiment pas la rondelle. Fait que, puis c'est un petit joueur, puis c'est le joueur qui est un des meilleurs, mieux payés en ce moment, mais il est en avant du net parce que c'est là qu'il est payant. Fait que c'est vraiment intéressant ce que tu viens de montrer là. Puis, tu sais, c'est ça qui est le plus dur pour un gardien de but. Tu as beau exécuter, faire des choses vite, mais si elle ne va pas partir, si la rondelle prend 0,04 secondes pour se rendre au net, puis tu enlèves le release, puis le premier dixième en plus, tu sais, c'est un gros pourcentage du temps qu'il y a pour la lire que tu viens d'y enlever. Un Merci. autre, un autre setup qui peut être intéressant, puis sur lesquels on pense peut-être un petit peu moins, mais voilà les passes. C'est responsabiliser puis timer nos patterns en powerplay, c'est peut-être plus facile là, pour que les gardiens ne voient pas la passe partir. Fait que dans ce temps-là, tu enlèves la pression sur ton gros shooter qui a moins besoin d'une shot parfaite, qui a juste besoin de la mettre, disons, dans une moitié du net, puis c'est en masse correct. Fait que ça aussi, ça vaut la peine. Ça fait des gardiens là-dessus. Je vais rewinder, là, mais là-dessus, notre goaler, il l'a pas vu partir, il a pris un guess, il s'est mis à genoux. Mais sinon, ça peut juste créer des gardiens qui sont en déplacement au lieu d'être arrivés à la fin du déplacement. Tirer intelligemment. Donc là, j'avais parlé plus de la responsabilité du net front guy, mais là, je vais parler plus maintenant des shooters. Tu sais, OK, on peut en mettre au net 50 fois avec nos gars en avant du net, mais si on est capable de le faire d'une façon intelligente quand on la laisse partir, là aussi, ça peut être payant. Vous allez voir dans le prochain angle de caméra. Tout ce qui est opposé, côté opposé à la tête du goaler, ça va rendre les gardiens vraiment moins bons à faire le save sur la shot, puis à contrôler le retour aussi. Si on regarde là-dessus, Price s'est dépêché à arriver pour être capable de bien l'avoir, mais de la façon que le joueur des Highlanders, il rentre dans sa passe, il va finir par s'en aller d'un côté peut-être plus aligné sur le short side pour Price. Puis on voit qu'elle lance ses parts. C'est clairement du côté opposé de la tête. Donc, ça implique, au moins le gardien l'a vu partir pour lui, mais ça implique que tu as peur de vue pendant une fraction de seconde, puis il faut que tu la retrouves, sois précis pour l'attraper avec ta mythe, ou la voir dans ton chest, ou la kicker dans le coin de ta pad. Fait que ça met beaucoup d'interférences dans la façon de jouer pour le goaler.
shooter intelligemment, attendre le flash screen. Quand je parle de flash screen, idéalement, je disais, sois là vraiment avant le release, mais des fois, la game, elle ne te le permet pas. Vous allez voir après le face-off, Jeff Petrie, il glisse avec la rondelle. Mais pour l'instant, il va y avoir un paquet de reprises. Concentrez-vous plus sur Dano. Il n'a peut-être pas eu le temps d'arriver et d'être là avant le shot. Au bout de la ligne, il est là quand le shot il part. C'est plus un flash screen, un gars qui y va en passant au lieu d'être un gars qui est installé là. Maintenant, on va revenir, il y a 2 reprises. Mon point, c'est que Petrie a été wise. Parce qu'il aurait pu shooter plus tôt que ça. À partir de là, l'angle de caméra n'est pas parfaitement aligné, net, palette, caméra. Là. Mais à partir de ce moment-là, il peut déjà la mettre au net. Mais tu sais, il n'aura pas le choix de prendre un rester. Il ne pourra pas prendre un. Ben, ça va être plus dur et plus risqué de prendre un slap shot, en tout cas. Il est loin du filet. Puis il choisit d'attendre un peu puis de même drifter out pour avoir un moins bon angle puis de shooter d'encore plus loin du net. Mais le bonus, c'est qu'il se time parfaitement avec Dano qui passe en avant. Là, ça devient dur pour le goaler. Puis ça, c'est quelque chose que je vis plus au junior majeur parce que je ne suis pas nécessairement un club NHL au quotidien. Là, je regarde plus des games et des highlights. Mais souvent, nos défenseurs, ils étaient bons à shooter à travers le trafic pour toucher le filet. Ils étaient bons à utiliser le côté opposé à la tête du gardien. Mais on a eu beaucoup, beaucoup de shots. C'était des shots que c'était sûr qu'on n'allait pas scorer parce qu'il n'y avait pas encore de trafic qu'on a gaspillé cette année, qu'on peut peut-être utiliser le flash screen puis attendre le bon moment avant de la laisser partir. Au pire, tu as plus de chances d'avoir un rebound. Anyway, si tu ne scores pas. Parce qu'un wrister de la bleue pas voilée, elle ne rentrera pas, puis tu n'auras sûrement pas de retour non plus avec ça. Le dernier élément que j'ai avec shooter intelligemment, avec le trafic, c'est travailler pour déporter ton goaler. Fait que là, je vais vous demander de pas tant vous concentrer sur les joueurs qu'il y a sur la glace, mais regardez où est-ce que Jake Allen, qui est dans le net, va finir. Donc, il est rendu à côté de son but. Un peu chanceux, ça en est bien sorti. Mais, excusez. Sauf que le lancer a fait que ça l'a occasionné un moment où est-ce que le gardien s'est retrouvé déporté. Puis là, sur les retours, ça peut être payant. On va voir un autre angle de vue. C'est important de comprendre que les shots, là-dessus, c'était obligatoire de l'envoyer là, ou sinon, c'était de la reman arrière du net, là, parce que c'était compliqué. Il n'aurait pas pu la lancer directement sur le filet. La shooting lane était fermée. Mais c'était juste pour vous montrer que même quelque chose qui manque un petit peu le filet, puis qui n'est pas directement sur le gardien, si ça avait été possible, quelque chose dans cette trajectoire-là aussi, ça force le goaler à faire un choix. Je me déplace ou je ne me déplace pas, puis je me déplace de combien de distance. Puis c'est souvent là qu'il y a des erreurs que les goalers vont faire. On va mieux le voir sur le prochain clip. Là. Mais ce lancer-là, normalement, Peterson aurait dû l'honorer puis s'en venir quelque part ici en papillon. Mais il est tellement loin à côté du net que des fois, on prend pour acquis qu'elle ne sera pas touchée par le net front guy d'Ottawa. Ou encore, il aurait peut-être pu la jouer un peu trop agressif puis se ramasser en papillon ici, avec un retour qui repop de l'autre côté, puis que là, il est vraiment loin du milieu du filet. Donc, ce que je veux dire, c'est le moins possible de lancer qui sont directs, le plus possible de lancer qui sont un petit peu en angle comme ça, pour créer des trous pour les déviations, puis aussi sortir les goalers de leur crease puis les mettre loin du milieu du net. Fait que, tu sais, plus tu montes, plus tu as de situations avec trafic, parce que veux pas, les défensives sont plus serrées. C'est plus difficile de générer de l'offensive juste via des jeux en zone offensive normale, via des rushs, ça arrive de moins en moins. Mais tu sais, des shots avec trafic, tu vas en avoir entre, tout dépendant de ton club et contre qui tu joues, probablement entre 10 et 30 dans un match. Là. Ben, essaye de maximiser puis de jouer intelligemment au-delà de juste la mettre au net avec quelqu'un en avant. Ça va être payant. Maintenant, je vais passer au jeu au poteau. Jeu au poteau, c'est tout ce qui est shot de la goal line, shot du coin vers le poteau. J'ai mis wraparound aussi là-dedans. Donc, la plupart du temps, les gardiens vont le jouer en RVH comme ça. Des fois, ils vont peut-être le jouer en VH, là, qui est l'ancienne. Est encore utilisée la version où est-ce que la patte sur le bord du poteau est debout puis l'autre patte est à genoux.
Je ne vous parlerai pas de scorer contre des RVH tant que ça, parce que c'est le classique. Là. Vous pouvez, euh, vous pouvez des fois, s'il y a un trou entre le patin et le poteau, la squeaker là. Des fois, les gardiens, ils ferment mal leur poteau aussi avec leurs bras. Un trou dans le top peut être ouvert. Gardez en tête que là, les photos que vous voyez puis les trous que vous voyez, c'est relatif parce que la caméra n'était pas nécessairement où est-ce que la rondelle, elle était. Moi, je veux plus vous parler aujourd'hui, en fait, d'opportunités de créer des rebounds à partir de ces situations-là. Donc, souvent, les shots qui viennent du coin, on se dit, ben, on va la mettre dans les pieds du goaler puis on va crasher le net. Bravo, oui, c'est mieux que rien. Mais si j'ai 10 opportunités dans le game puis que mes gars font juste la mettre au net 10 fois un peu n'importe comment, je vais avoir des rebounds, puis des fois non. Mais si mes gars savent où viser pour avoir des rebounds, c'est des fois quand tu fais ça, tu n'as pas nécessairement plein contrôle de ton puck, tu es accroché, tu n'as pas beaucoup d'espace, fait que tu n'auras pas 10 sur 10 à la bonne place. Mais si tu maximises le nombre de lancers dangereux pour créer des rebounds, là aussi, tu peux avoir beaucoup de deuxième et de troisième chance. C'est pas compliqué, c'est d'utiliser le far side. Parce que le RVH, c'est un mouvement qui est super pour les gardiens, ça leur permet de bien fermer le poteau. Mais en même temps, de la façon que leurs jambes, leurs hanches sont placées, ça leur permet d'utiliser le poteau pour faire des glissades puis pousser vers le backdoor s'il y a des passes ou des retours. Mais ce que ça fait des fois, c'est que les gardiens sont pognés un petit peu en deux, puis leur haut de corps n'est pas vraiment orienté pour renvoyer le retour du bon côté. Fait que si tu shootes dans l'épaule, far side, pour un gardien qui est positionné comme ça, si tu shootes dans le blocker, le retour va s'en aller en avant. Vraiment, là, quand on la met dans les pads, évitez le pied puis la craque de pad ici, parce que les retours, ils vont ressortir du même côté, prioriser vraiment comme le bout arrondi du genou. Puis là, vous allez avoir des retours qui vont finir en avant dans la peinture. Même chose, des gardiens qui bougent moins bien leur mythe là, pour couvrir ben, la pad opposée des fois, juste une petite saucer, vraiment viser le far side, puis on est capable d'aller chercher des retours. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air dans la vraie vie. Excusez, juste un instant. Donc, moi, ce que je demande à mes gardiens, c'est sur ces shots-là, c'est beaucoup plus difficile de la faire dévier dans le coin qu'un bâton parce qu'ils sont déjà au poteau. C'est plus dur de l'attraper, ça se fait, mais c'est plus dur de l'attraper avec la mid, de la goaler avec le bloqueur aussi. Mais ce que je leur demande, là, mettons qu'on va tracer une ligne imaginaire en suivant mon curseur, tout ce qui est en bas ou même derrière la goal line, ou qu'à colle, s'ils peuvent garder le retour dans cette zone-là, je suis content. Parce qu'ils sont déjà placés pour le retour. Puis la défensive n'a pas besoin de tourner. Ce que je veux pas qu'ils donnent, c'est ça. Parce que sur le rebound, après ça, mon goaler est obligé de faire un déplacement. Tout le monde en défensive est obligé aussi, minimum de tourner 180 degrés, puis probablement d'avoir à se bouger les pieds un peu. Donc, offensivement, nous autres, c'est quand on n'a pas de vraie chance de marquer, ben, quand on y met dans les genoux, ça peut donner le loose puck. Pour ceux qui ne le voient pas, là, il est rendu en plein milieu du bleu. Fait que là, nous autres, on s'en est bien sortis là-dessus. Mais tu sais, c'est du piochage, du pelletage, puis de la panique pour tout le monde. Là-dessus, la shot s'est pris sur la pad short side de Fitzpatrick. Le rebound sort dans le coin. Mais tu sais, c'est dur de la donner à nos joueurs. Là. Je vais juste le rewinder un moment. C'est dur de la donner à nos gars dans le slot en ce moment parce qu'ils sont bien couverts. On fait juste la mettre dans les genoux du goaler. Regardez le retour, il sort où? Là, mettez-vous dans la position des gars du Phoenix. C'est un paquet de troubles à éclairer cette époque-là parce que c'est dur de prédire exactement il sort un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. J'ose pas trop y aller parce que mon goaler, il veut la geler, je veux qu'il la gèle. Mon goaler, lui, il attend de voir qu'est-ce que je fais. Puis offensivement, tout le monde est acharné. Fait qu'on peut créer des situations de même. Mais si la shot est mal prise, puis que le retour, il sort pas là, ben, c'est une shot qui est un peu perdue. T'sais, excusez la qualité du clip, là, c'est sûr que je préfère les clips NHL. C'est un peu mieux que nos clips juniors. Mais là-dessus, ça, c'est notre capitaine, Xavier Simoneau, qui a fini, je pense, cinquième scoreur de la Ligue, qui est excellent, qui a du temps en plus, qui a la rondelle à son goût sur sa palette. Puis lui, il sent qu'il va avoir de la place dans le top short side là, parce qu'il sait que le gardien va tomber en RVH. Fait que, pour revenir à ce que je vous disais au début de la présentation, il s'est fait confiance, il l'a essayé, je peux comprendre. Mais
Mettons qu'on est dans une situation où il y a plus ou moins du temps pour viser. Ben, au lieu d'avoir un rebound qui retombe short side, avec un gardien qui est déjà là, puis une défensive qui squeeze, donc il n'y a rien à faire avec ça, imaginez le lancer far side. Il y a quelque part ici qui repop là. Le joueur le plus proche, oui, il risque de ramasser sur son back-end, mais c'est quand même un de nos joueurs. Tous les blancs, ils ont à tourner. Le goaler à se déplacer. Donc, il y a un paquet de situations dans le game que si nos joueurs comprennent que s'ils ne sont pas dans une situation où ils sentent qu'ils peuvent clairement scorer contre le goaler, ben go, fait juste créer des pucks ici en shootant dans les genoux, en shootant sur le far side du goaler. Wraparound. Couple de petites affaires. Premièrement, ça c'est plus dur à. C'est plus rare que ça va arriver parce qu'un wraparound, c'est souvent des jeux que tu vas jouer vite. Puis la game, elle ne fait pas tout le temps que tu peux choisir ton côté, de quel côté tu vas attaquer le gardien. Mais à toutes les fois que vous pouvez attaquer un goaler puis que vous avez le choix, allez-y côté mitaine. Parce que côté blocker, ben, il y a le paddle au complet. Cette partie-là est beaucoup plus grosse, c'est bien plus facile de couper des pucks. Puis là, ben, Rodrigue a fait exactement ce que je vous parlais tantôt. Il a juste gardé sa puck sur le short side. Fait que même s'il y a un rebound, il est déjà là. Quand même facile à gauler pour lui. Évidemment, pour les gars de l'Armada, là-dessus, ça aurait été beaucoup plus difficile d'aller faire un wraparound côté mitaine. Mais quand on a le choix, ça vaut la peine. Parce qu'un wraparound côté mitaine, la passing lane, elle va être ouverte beaucoup plus tôt. Puis même si Crawford avait mis sa palette à l'envers ici pour couper l'espace, c'est beaucoup plus petit. Puis là-dessus, les boys de Saint-Louis ont décidé, il a senti qu'il y avait de l'espace, il a pris un step out, il a voulu l'essayer dans le top. OK. Mais regardez ce qui est arrivé avec le rebound. Impossible de scorer avec un rebound qui est là. Le temps de la renvoyer dans ce slot, ça a donné le temps à la défensive de Chicago de squeezer. Imagine un wrap fort dans le bâton ou dans le genou. Le rebound qui glisse ici. Saint-Louis la ramasse. Fait que, tu sais, je dis pas de jamais essayer dans le top sur un RVH quand tu attaques du coin, quand tu wrap around. C'est pas ça, mais t'es mieux, puis nos joueurs sont mieux de sentir qu'ils ont une vraie chance de la placer parce que sinon, tu es aussi bien de créer des retours comme ça, c'est bien plus compliqué pour tout le monde. Derrière le but maintenant. Euh, c'est vraiment une situation où est-ce que les gardiens sont moins bons. Tous les goalers. Il y en a des meilleurs que d'autres, là, mais sont tous beaucoup moins bons quand le jeu arrive de derrière le but. C'est normal. Contre eux, ben, c'est de profiter de la tête qui tourne pour prendre l'avance sur le gardien. J'ai trois principes pour le shooter qui reçoit une passe qui arrive de derrière le net. Un, tu shoots sur réception. Tu n'as pas le temps de regarder, même si tu n'as pas le temps de viser, le plus important, tu shoots sur réception, n'importe quelle manière. Ça, c'est le principe 1, c'est lui le plus important. Principe 2, si tu as le temps de shooter sur réception, tu la tiens loin du milieu du net. Ça, c'est principe 2. Et principe 3, tu l'as shooté sur réception, mettons que tu as le temps de la tenir loin du milieu du net, puis si en plus tu connais le mindset de ton gardien, on se rappelle de ce que je disais au début, bien là, tu vas tirer d'un côté ou de l'autre du filet. Tu sais, encore là, ça va vous servir beaucoup dans des situations où que vos gars, ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire leur jeu, ils n'ont pas eu le temps de regarder ce qui se passait avec le gardien. Mais quand ils tombent dans ces patterns-là, sur le volume, vous allez scorer plus de buts. Ça, c'est un clip que j'ai pris d'un vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube. Puis honnêtement, il est vraiment intéressant pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça s'appelle The Value of Blocking Shots in the NHL. Puis ils ont analysé, là, c'est pour la saison 2015-2016, je pense, tout le travail d'Henrik Lundqvist. Ils ont pris tous les shots qu'il a reçus. Puis dans ce temps-là, il était dans les 5 meilleurs de la Ligue nationale. Là, ça fait quand même un petit bout. Puis ils ont décortiqué pour définir est-ce que ça vaut la peine de bloquer tous les types de tirs de partout dans la zone. Puis la réponse était non, mais ça, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais je vous invite à le regarder parce que c'est vraiment intéressant. Mais ils ont aussi décortiqué toutes les shots que Lundqvist a reçus sur des back-to-front pass. Puis après ça, ils ont même poussé plus loin l'étude à tous les gardiens, l'ensemble des gardiens de la NHL cette année-là sur les jeux qu'ils ont reçus de derrière le filet. Puis si on lit ici, ça dit Goaltenders only made 78% of saves de toutes les passes qui arrivent de derrière la ligne des buts cette saison-là.
Donc, un pourcentage d'arrêt de 78%, quand on se rappelle qu'un pourcentage d'arrêt général d'un bon gardien dans la Ligue nationale, même dans ces années-là, c'était entre 915 puis 930, ben, c'est assez évident de voir que les gardiens sont beaucoup moins efficaces sur ces jeux-là. Puis la raison est assez. Ben, c'est une combinaison de facteurs, en fait, mais c'est assez évident. Donc, le gardien part du fond du net. Donc, il n'y a pas tout le temps d'être avancé. Fait qu'on se retrouve vraiment souvent avec des gardiens profonds. On se retrouve souvent aussi avec des gardiens qui n'ont pas eu le temps de tourner leurs épaules puis d'être complètement square au shooter. On se retrouve avec des gardiens qui sont obligés de. Je trouvais le clip le fun, là. Il y a un petit graphique qui s'en vient. Ils sont obligés de sortir, de tourner leur tête 180 degrés rapidement pour trouver le shooter puis trouver la rondelle. Ça les rend vraiment moins bons, comme la combinaison de ces facteurs-là. Votre premier défi comme coach, ben, c'est de créer des patterns de jeu offensifs pour être capable de battre une défensive avec des jeux qui viennent de l'arrière du filet. Mais quand vous êtes capable de faire ça, en star, c'est de conscientiser tes shooters que tout ce que tu reçois, même si c'est une puck qui est tout croche, quand ça arrive de là, c'est sur réception automatique, automatique. Voici pourquoi. OK? Là, on a UC Saros dans le net. Oui, c'est un deuxième gardien de but, mais c'est probablement 5 pieds 11, un des plus agiles, puis un des plus durs à battre à terre dans la Ligue nationale, qui se fait battre par une shot dans le milieu du net, ça la glace. Mais c'est un jeu qui est tough pour lui en tabarouette, parce que là, à un certain point, il va avoir besoin de tourner sa tête une première fois pour retrouver sa rondelle. Il vient de la tourner pour trouver le puck là, mais le puck est déjà rendu là. Lancé est pris, il est même déjà rendu en arrière, puis il n'a jamais vu le release, dans le fond. D'où mon point. Tout ce qui arrive en arrière du net, c'est sur réception parce que ça va enlever beaucoup de temps de réaction au gardien qui n'aura peut-être même pas le temps de voir sur ta palette qu'est-ce qui se passe. Puis en plus, tu vas donner plus de chances de shooter contre un goaler qui est vraiment profond, puis qui n'est pas square, puis qui donne des trous partout. Fait que ça, c'est le plus important, c'est sur réception. Deuxième principe, un sur réception. Deux, en plus, si tu as un petit peu le temps de viser, tu la tiens loin du milieu du net. Parce que le gardien, il a l'air d'être collé au poteau, mais ses fesses sont proches du milieu du filet pareil. Donc, si tu es capable de la tenir loin du milieu du net, évidemment, tu augmentes tes chances. Puis ce jeu-là, c'est une shot qui est beaucoup plus dure à gauler pour Thatcher Demko comparativement à celle que Saros a reçue sur le clip d'avant. Parce que là, ça va être une shot qui est proche de la pin far side, comparativement à Saros qui a reçu un lancer à terre dans le milieu du net. Mais la séquence est beaucoup plus facile à se déplacer et à être en bonne position avant le tir pour Demko. Parce que Vancouver sont capables d'y acheter un petit peu de temps dans le coverage. Là, Dubois est obligé de se décaler, d'attendre un petit peu avant qu'il y ait un signe d'ouvert pour la donner. Donc, ça donne quand même du temps à Demko pour arriver. Là, il voit clairement le puck. Il va clairement voir la passe partir. Il va même avoir le temps d'un peu tourner ses épaules pour être presque square, puis d'avancer au moment de la shot. Donc, si là, ça avait été une shot sur réception dans le milieu du net, ça n'aurait pas été un but. Mais principe numéro 2, sur réception, encore là, sinon, si le gars de Columbus avait attendu, il se serait retrouvé contre un goaler qui est en haut de son bleu puis complètement square. Le shooter sur réception, loin du milieu du net. Troisième principe, ça c'est un peu plus avancé, mais ça vous donne un bon exemple comme quoi que ça peut être payant de commencer au début de l'année de travailler avec vos joueurs à être capable de tranquillement s'ajuster à jouer selon le mindset du goaler, vite et agressif, comparativement à un calme et patient. Parce qu'au début, ils ne seront pas bons à l'appliquer, c'est normal, mais plus ça va aller, il y a comme une chimie et une compréhension qui va s'installer entre vous et eux. Vous allez peut-être voir les bénéfices de comment renforcer ça sur le banc, juste quand il n'a pas shooté ou agi selon le mindset du goaler sur une chance de marquer qui se serait prêté à ça. Puis plus ça va aller dans l'année, plus les gars ils vont savoir quand l'utiliser. Mais là-dessus, c'est un bon exemple. Là, j'ai un goaler. Ça, c'est un clip de pratique que vous allez voir. J'ai un goaler Farrer de Val-d'Or, Jonathan Lemieux. Un excellent gardien, très athlétique, qui est goaler numéro 1 de son équipe depuis même déjà son année 16 ans junior. C'est un gardien, on va le mettre dans les rapides et agressifs. Donc, oubliez le début du drill, ça c'est pas grave, mais sur le rebound,
j'ai un gars qui est dans le coin qui va la redonner à notre joueur net front. Mon shooter ici, il était un peu soft à se replacer, fait qu'il n'est pas dans une position pour prendre une grosse shot. Puis, il la met dans l'impact du goaler, ça finit de même. Mais rapide et agressif, regardez bien ça. Ce qui est bien sur la passe. Le goaler finit où par rapport à la palette? Fait que, pour encore là mettre des stéréotypes, je lâche au-dessus réception sur une passe qui arrive dans l'arrière de la ligne des buts. Je la tiens loin du milieu du net. Troisième principe, c'est je le sais que je suis contre un rapide et agressif, même bord. Donc, encore plus ici, j'ai un gaucher à gauche, c'est encore plus facile, même bord. Je reviens à Thatcher Demko. Et lui, on peut le mettre plus dans le département, si on veut, des calmes et patients. Puis je dis pas que c'est peut-être juste un addon, là. Je dis pas que les gars de Columbus avaient ça dans la tête, mais si nos joueurs peuvent avoir ça dans la tête, ça peut être payant. Il est patient avant de quitter son poteau. Excusez, je vais le remettre là. Ouais, ça va être plus facile. Plus patient avant de quitter son poteau contre un calme et patient, far side. Contre un rapide et agressif, short side. Le rapide et agressif va avoir le goût des fois, il va se sentir en retard, il sent qu'il faut qu'il pousse fort, il va pousser avec un peu moins de précision, puis souvent, ils vont avoir tendance à s'en aller vers le milieu du net plus rapidement. C'est pas exactement la même situation, mais repensez à mon clip de Fleury qui finit à plat ventre dans l'introduction. C'était sur un jeu qui arrive de derrière le filet aussi. Ben, il a poussé un petit peu trop vite, un petit peu trop fort dans cette situation-là aussi. Maintenant, outside drive, donc des situations où est-ce que nos joueurs ils débordent un gars défensif pour couper au filet. C'est sûr, la semaine passée, là, j'avais été en ligne pour écouter une des conférences données là, justement avec la gang à Alex. Puis ça parlait surtout de protéger son puck, de comment techniquement pour un joueur rentrer puis attaquer le filet sur une drive. Ça, je vous laisse ça. Vous êtes bien meilleur que moi pour coacher les joueurs à le faire. Mais je vous inviterai à ce que vos joueurs soient capables de juste reconnaître les tendances de la façon que les gardiens peuvent le jouer. Fait, dans ces situations-là, il faut être capable de voir est-ce que j'ai comme shooter, quand je coupe au net, dans ma face, mon goaler il fait un overlap, le goaler fait un RVH. On va y revenir après. Ça, c'est un overlap. Donc, c'est une position de base. Le goaler, il est un peu plus sorti de son crease. Excusez. Puis, ça, c'est un RVH. Donc, puis, tous les gardiens vont avoir un petit peu leur préférence. Ils vont utiliser les deux sur ces situations-là. Il y en a juste qui vont utiliser l'overlap plus longtemps. Il y en a d'autres qui vont tomber en RVH plus tôt. Mais ça va tout le temps dépendre de l'angle de la drive. Puis encore là, c'est pas tout le temps nous autres comme shooter qui drive le net, qui choisit, on prend ce que la game elle nous donne. Fait qu'il faut être capable de savoir, c'est juste d'avoir un plan. Si j'ai un overlap d'en face, je fais quoi? Si j'ai un RVH d'en face, je fais quoi? Donc, overlap. S'il y a de l'espace, j'attaque le far side. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si j'ai pas d'espace, je vends ma shot, puis je contourne. Si j'ai un RVH, soit que je shoot haut tout de suite, ou que j'attaque le far side vite, mais pas nécessairement de la même manière que sur un overlap. On repasse au clip, puis on s'en jase. Donc encore là, overlap, RVH. Donc déjà là, on peut voir que RVH, dans le haut du net, il y a plus d'espace. Le far side, il y a un petit peu plus d'espace. Par contre, ça donne une sécurité au gardien si finalement le driver il finit avec un wraparound. Ça donne une sécurité au gardien si le driver est capable d'essayer à terre de l'autre côté. Tant qu'à moi, c'est une fausse sécurité, mais puis ça donne aussi une sécurité que sur le short side, sur le bord du poteau, ben, ils sont blindés. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça donne en mouvement? Un overlap avec l'espace, c'est important d'attaquer le far side à tous les fois. Excusez, moi j'entends le son. Peut-être pas vous, mais ça me déconcentre. Donc, avec espace, j'attaque le far side. Finalement, ça n'a pas été un but far side. Le but a été compté du même côté que le driver arrivait.
Mais bon, là-dessus, pour moi, le gardien joue un petit peu profond, étant donné que ça devient pratiquement un échappé. Par contre, il faut reconnaître qu'il est en bonne position de base, il est bien centré, il est complètement stable, il n'y a pas beaucoup de trop travers autre que son 5-hole. Donc, si c'est juste une shot de là, ou un petit fake qui s'en va automatique sur le short side, ça va être dur à battre. Par contre, aussitôt qu'on coupe puis qu'on traverse, je parlais de faire des passes à travers la Royal Road tantôt, mais une feinte qui traverse le centre de la glace, c'est la même chose. Ça force le gardien à se déplacer, puis là, ça augmente le nombre d'erreurs. Donc là-dessus, Goaler a poussé un petit peu trop vite par rapport à la vitesse de la feinte du joueur. Ça a ouvert le short side. Mais ça a été créé comment? Avec une attaque du far side à la base. Puis après ça, ben, tu décides comme shooter, qu'est-ce que tu fais. Tu attaques, tu reviens, tu attaques, tu shootes, tu attaques, tu t'en vas vraiment, vraiment loin si tu as du temps pour aller à la deuxième pin. Ça reste à voir, puis ça prend un peu de poise aussi. Puis ça, c'est vous autres qui avez à travailler ça avec les joueurs. Mais quand tu as de l'espace automatique, attaque le far side, puis après ça, tu t'ajustes. Il y a d'autres fois où il n'y a pas d'espace. Oups. Excusez, on est encore sur le même clip. Il y a d'autres fois où est-ce que le gardien va overlapper, mais qu'on n'a pas d'espace pour attaquer le far side. Là, c'est sûr, c'est vraiment pas le même angle que tantôt. Là. C'est un angle beaucoup plus difficile, mais tu sais, à quoi ça sert de prendre cette shot-là? Il ne scorera pas. Donc, là, je parle surtout d'attaque d'outside drives pour des gars qui rentrent tout seuls. Mais quand contre un overlap, s'il y a quelqu'un d'autre qui drive le net, un far pad peut être payant. Une passe peut être payante aussi. Mais quand tu rentres et tu es tout seul, ben dans ce temps-là, tu es aussi bien de contourner. Là-dessus, ça a été fait par en arrière du filet, étant donné que la drive était vraiment large, puis c'était difficile de contourner ou juste faire un fake puis revenir sur le premier poteau, ça aurait été difficile. Mais je vous fais repenser au clip de Matt Duchesne tantôt. C'était pas une drive, c'était un 2 contre 1, mais on peut le jouer aussi de la même façon. C'est un fake shot, par exemple, tu rentres ici, fake shot, déséquilibre le gardien, parce qu'un gardien qui overlap, c'est un gardien qui est plus avancé. Puis là, ben, fake shot, tu as une chance de contourner. Puis là, ça te permet de peut-être revenir sur le premier poteau. Mais si tu essaies juste un tir franc, ça va être compliqué parce que le gardien joue bien avancé. RVH est différent. Fait que je vous rappelle, un RVH, c'est ça. Donc, vous allez avoir une window de temps quand vous allez driver le net puis rentrer, où est-ce qu'il va y avoir de la place en haut. Jusqu'à temps que vous soyez collé sur le goaler, là, quand vous êtes un petit peu plus loin, vous allez avoir de la place en haut. Puis, pour un shooter qui est rapide à, disons, avoir une palette là, la ramener là, la grimper là, le far side va être ouvert aussi pendant une fraction de seconde parce que je vous invite à regarder les épaules du gardien. Ils vont être placés comme ça. Les hanches du gardien vont être alignées pour s'en aller vraiment dans cette direction-là. Donc, si la palette part de devant notre shooter, il a fini de déborder, puis il est prêt il a protégé son puck, il est prêt à ramener. Excusez, j'ai perdu ma flèche. Il est prêt à ramener puis à shooter. Il y a un petit moment où est-ce que ça va être possible. Puis c'est ce que vous allez voir sur le prochain clip. Comme ça. Donc, quand tu fais face à un RVH, quand tu drives le net, mettons que notre joueur n'avait pas pu. Là, il a l'espace pour prendre sa palette sur un droitier, ramener son puck là, ben, ou même la ramener sur son revers. Mais s'il n'y avait pas eu cet espace-là, ben là, tu grimpe. Si tu as l'espace, attaque le far side. Ça doit être vite, par exemple. Donc, tu sais, en ayant un plan, puis en sachant quoi faire contre un ou contre l'autre des mouvements, c'est un ou l'autre qui risque d'arriver. Tu sais. Il va peut-être avoir des one-pat down qui vont remplacer des RVH, mais à ce moment-là, je le jouerai de la même manière. Donc, c'est juste d'avoir un plan selon un, selon l'autre, puis après ça, tu laisses travailler tes skills quand même, mais le faire dans ces tendances-là. Dernier petit point, je voulais parler des échappées. Pour moi, je vous dirais c'est important d'avoir, puis je le vois même au niveau midget 3, mais au niveau junior majeur, les meilleurs shooters en échappée, c'est ceux qui ont une approche flexible. T'sais, ils s'en vont net avec un move,
mais le move va leur permettre de faire soit A ou B. Puis le A ou B, c'est pas qu'ils l'ont décidé avant de partir. C'est A, il marche parce que j'ai réussi à battre le goaler, j'y vais. Ou sinon, A, il marche pas, ben, dans la continuité de mon move, je suis capable de faire B. Comme ça fait que je ne suis pas nécessairement en train de flipper un 25 cents. Puis si le goaler, il m'a bien lu sur mon premier move, ben, je suis fait. Puis pour avoir du succès en échappée, c'est important que tu sois capable de maîtriser le vent de ta shot, puis de maîtriser le large et vite. Puis tout ça, c'est important d'être capable de le faire avec poise. On part ça. Parce que quand tu t'en viens en breakaway, il va falloir que tu. Excusez un instant, je vais enlever le son là-dessus. Donc, il va falloir que tu battes en gros les mains et les pads du goaler. Ces pads, ils vont souvent être très efficaces à protéger large parce que les gars vont être flexibles, le bas de la glace. Les mains vont être capables de couper l'espace aussi. La main à Saros, c'est basse, mais étant donné que la rondelle, à part de proche, elle coupe même l'espace pour une shot qui s'en irait dans le top. Fait que tu dois être capable de battre les mains puis de battre les pads des goalers. Puis pour ça, c'est important d'être capable de le battre de vitesse ou de le débalancer puis de le faire stretcher. Ce qui arrive clairement pas dans ce clip-là. Pourtant, c'est pas un mauvais shooter en plus qui a fait ce shootout-là. Mais si on rewind, vous allez voir que Bernier, il suit vraiment smooth. T'sais, oui, ça perd un peu, mais pas beaucoup. Son corps est rendu là au complet, sa mythe était proche. Puis là-dessus, il y a une vente de shot, mais elle n'a peut-être pas été assez bien faite. Vous remarquerez que l'équilibre, la position de base de Bernier, elle ne change pas. Fait qu'il est vraiment capable de transférer avec une belle glissade et de bien suivre le move. Donc, le but, c'est de bien vendre ta shot pour que le goaler y morde. T'sais. Un coup que tu crées ça, là, tu le débalances. Là, tu le mets dans la marde. Puis là, tu es capable d'avoir ça. Uyghur n'a pas fini là-dessus, mais il a quand même bien vendu sa shot. Je vais vous demander là, de ne pas tant regarder le leg pump et comment il a ramené sa rondelle, mais je vais vous demander de regarder comment que Bennington y a réagi là-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué le déséquilibre. Il a même, excusez, il a même mis son genou par terre. Fait que là, après ça, un coup qu'on l'a déséquilibré, qu'on l'a rendu un peu impatient, puis qu'on décide de faire une feinte, là, il va stretcher. Au coup qu'il a stretché, ben là, c'est à nous autres de peut-être au travers, peut-être la roofer, peut-être au bout. Fait que, il y a des multitudes de moves qui nous permettent de faire ça. Mais mon point, c'est de tout le temps avoir deux options puis avec le même move. Large et vite. Ça peut être large et vite pour une shot. Même principe qu'on a vu tantôt, mais là, c'est juste qu'on l'applique sur un échappé. Comme ça, tu es capable de battre le gardien de vitesse qui n'aura peut-être pas tout le temps de se mettre centré sa rondelle. Ou large et vite sur nos moves aussi. Parce que si on est capable de bien faire nos choses, les goalers vont quand même nous suivre et avoir une pad. Ils vont quand même essayer le plus possible de couper l'angle en projetant leurs mains vers l'avant. Fait que si on est capable d'avoir de la largeur et de la vitesse en même temps, un ou l'autre souvent ne marche pas, mais les deux ensemble, c'est là qu'on est capable de les battre de vitesse, même s'ils bougent bien, même s'ils ont bien avancé, même s'ils nous suivent, avec poise. Parce qu'on parlait de faire stretcher les goalers, mais là, rendu là, est-ce qu'un coup je les fais stretcher, je la grimpe? Est-ce que je vais au bout? Est-ce que. Excusez. Est-ce que je vais au travers? Fait que ça prend quand même aussi des gars qui sont calmes quand ils font leur move, même s'ils le font à haute vitesse. Haute vitesse, je parle plus de la vitesse des mains que de la vitesse du patin en tant que tel. Ça peut dépendre des approches des joueurs. Mais notre tête, elle doit être calme pareil, puis je dois être capable de reconnaître ce que le gardien me donne. Puis, si je veux être capable de scorer 5-0 contre un goaler, il faut que j'y ai vendu un minimum de vitesse et de largeur pour qu'il pense que j'aille au bout. Parce que si le gardien ne pense pas que je vais au bout, il ne va pas ouvrir pour rien. Là-dessus, c'est ce qui est arrivé. Old B a mordu. Il a voulu protéger et tirer trop vite, protéger le poteau posé trop vite.
puis le 5-hole est ouvert. By the way, petite parenthèse comme ça je pense que c'est plus le niveau de skills de vos joueurs, mettons, pour un choix de joueur qui a envoyé un shootout est plus important. Là. Mais vous allez scorer globalement plus souvent 5-hole en attaquant le côté mitaine d'un goaler. C'est bien simple. Le bâton, il est tenu par le bras côté blocker. Puis la palette, c'est plus dur de l'idée. Souvent, quand ça va vite, côté mitaine, fait que le 5-hole, il ouvre plus souvent de ce côté-là. Donc, c'est fini pour moi. S'il y en a, merci d'avoir été là. Puis s'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas. Oli, honnêtement, incroyable, super présentation. J'ai adoré, puis je suis sûr que les coachs aussi, ou même il y avait des joueurs aussi, j'ai vu. Fait que je suis sûr qu'il y en a qui vont prendre des notes, c'est certain. Il y avait beaucoup d'informations sur plein d'affaires. Puis c'est le fun parce que c'est une nouvelle, un peu comme on avait jasé, toi et moi, avant de partir cette présentation-là, c'était de faire quelque chose de nouveau un peu de ce côté-là. Puis c'est exactement ce que tu as fait, un peu de changer la vision. Les coachs de goaler, on utilise un coach de goaler pour scorer, j'aime ça, honnêtement. Puis il faudra peut-être même un moment donné penser aux skill coach, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux autres pour aider pour les goalers, qu'est-ce qu'on voit nous autres dans l'autre sens aussi avec les goalers. S'il vous plaît, nous autres, ça ferait notre affaire parce que justement, tu essaies tout le temps d'être meilleur. Puis il y a même, je ne sais pas s'ils vont le faire cette année, là, mais il y a, je pense en Colombie-Britannique, il y a un camp qui s'appelle Net 360, mais c'est comme un camp de goaler puis un camp de skills coach qui merge ensemble. Puis là, tu as des théories qui se donnent par des coachs de goaler sur comment c'est joué dans telle situation, mais ils les donnent à tout le monde. Là, mais c'est le fun parce que ça devient des laboratoires, puis tout le monde échange, puis c'est là que tu peux. La game, elle s'améliore des deux côtés, puis c'est le fun de se challenger de même, je pense. Effectivement, totalement. Tu peux enlever ton mode présentation si tu veux, tu vas pouvoir, le monde va pouvoir voir aussi en même temps. Puis s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez les écrire ou juste vous enlever votre micro aussi puis poser vos questions à Oli. Il est là pour ça. Je pense qu'il y a encore du temps. Oli, tu as beaucoup de commentaires en ce moment qui sortent là, très intéressants. Merci. OK. Là, je suis capable. Ouais. Est-ce qu'il faut que je fasse arrêter la présentation? Oui, arrêter, c'est ça. OK. Parfait. Fait que là, c'est ça. Fait que tu peux voir qu'il y a des gens qui ont mis des commentaires dans les textes sur le côté là, en ce moment. C'est sûr qu'on va se reparler et on va refaire de quoi parce que c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment apprécié. Puis Proto, il se faisait toujours scorer justement entre les jambes, 5-hole de même. Avoir su, il aurait fallu que je trouve des clips sur lui, ça aurait été encore mieux. Ouais, je pense que dans ce temps-là, ça ne se filmait pas. C'est ça l'histoire. Je ne sais pas s'il est encore là. Fait que, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, un gros merci, Oli. Puis c'est certain que je vais publier ça dans pas long. Fait que je vais envoyer ça à tout le monde qui était là. Merci beaucoup. Puis l'important, je pense que comme ça que le hockey évolue, c'est qu'on discute tout le monde ensemble comme ça. Fait qu'on continue à discuter de hockey pendant le COVID. C'est vraiment le fun. Bon, super. Merci beaucoup, Alex. Dave, je pense que Puis merci la gang d'être. Ali, j'aurais une petite question pour toi. C'est Dave à Ottawa. Je vais essayer de me rendre utile. Ça va? Ça va bien, toi? Je vais essayer de me rendre utile un peu. Oui. Une question. Ça t'arrive-tu d'exploiter des gardiens qui ont de la difficulté d'arrêter la rondelle, jouer la rondelle derrière le filet? Oui. Des fois, j'ai de la vendre à mes head coach parce que c'est de donner on purpose au goaler. Mais surtout contre un gardien. Dave, je ne sais pas si tu as entendu Oli, ça a comme plus facile. Moi, j'entends plus Oli, mais oui, je te vois. Alex. M'entends-tu, là, Dave? Oui, là, on te voit. Dave? On t'entend aussi. Oui. Oui, OK, super. Spécialement contre des goalers qui, avec leur équipe, ils jouent juste sur le forehand. Mais dans ce temps-là, c'est beaucoup plus facile à forechecker. Fait que oui, dans ce temps-là, tu sais déjà quel côté tu peux overloader ton forecheck. Fait que ça nous était arrivé une de mes premières années à Drummond. J'avais un goaler. Mon goaler numéro 1 était vraiment bon devant le net. En taux du filet, par exemple, c'était un petit peu plus compliqué. Puis dans les playoffs contre Gatineau, c'était Ben Grou dans le temps, le coach. Ils se sont mis à érimer ça par exprès, tout le temps sur son back-end. Puis là, quand il s'approchait, il forecheckait, mais il collait à la bande. Fait que lui, il n'avait pas le choix, il a renvoyé tout le temps de l'autre côté, mais là, il squeezait, il splittait chaque côté du net, fait qu'on se ramassait avec un paquet de turnover. Fait que ça fait chier en tabarouette quand tu te le fais faire. Fait que depuis ce temps-là, j'essaie de trouver des opportunités de le faire aussi.
Ouais, nous autres aussi, ça nous est arrivé souvent à Canada. Fait que ça devient frustrant. Puis s'il y a des plus jeunes goalers qui écoutent, commencer à jouer la rondelle le plus tôt possible parce que quand tu es rendu à 18, 19 ans, il est un peu trop tard. Excellent point, c'est vrai. Ouais. Merci Dave. Ali, tu avais une question aussi. Guy Desjardins demande quel genre de lecture enseignes-tu à tes gardiens versus un shooter? Visite son regard, la position du corps, la position des pieds, la position de la palette et de la rondelle sur celle-ci. Je sais pas, tu comprends la question? Ben oui, c'est une super bonne question. En fait, c'est d'être capable de tout considérer ça parce que d'une situation à l'autre, c'est jamais exactement pareil avec l'angle d'approche du shooter. Chaque shooter a un petit peu sa personnalité aussi sur sa façon de releaser le puck. Fait que tout est important. Dans la façon de le coacher avec les goalers, c'est plus quand il y a une situation qui se présente où est-ce que je sens que c'est vraiment fait avoir par tel genre de release, ben là, on la décortique sur comment il aurait pu le jouer à ce moment-là. Puis là, au fur et à mesure qu'il progresse dans son développement, mais il va en avoir un méchant paquet. Fait que tu finis que tu as tout le temps pu aborder pas mal de tout avec lui. L'autre chose aussi, c'est souvent lui demander qu'est-ce que tu as vu sur le release. Puis au début, tu peux commencer ça novice. C'est sûr que les réponses ils vont être un petit peu plus basiques. Mais en fait, c'est que ça va allumer le goaler sur la lecture. Il va se rendre compte plutôt que ça vaut la peine et que c'est payant de porter attention à ça. Fait que souvent, je ne sais pas, Guy, si tu es plus là pour encadrer un gardien en tant que tel, mais tu sais, quand il s'est fait battre, qu'est-ce que tu as vu sur le release? Au début, il va te répondre à rien les 3, 4 premières fois. Puis là, à un moment donné, il va dire ah, ben, j'ai vu telle affaire, j'ai vu telle affaire. Puis là, ça va se préciser tranquillement. Puis quand je le coach, puis moi, je suis shooter dans mes drills de goaler contre les gardiens, ben, j'essaye de varier un petit peu plus les releases aussi pour pas qu'ils voient tout le temps la même affaire pour essayer de jouer avec ça. Mais tu sais, ce qui est important, ce que je demande à mon goaler, c'est qu'il reste patient, puis qu'il arrive n'importe quoi avec le release, que sa position de base, elle reste tout le temps stable, qu'il ne se fasse pas. Tu sais, le contraire, dans le fond, que j'ai montré dans la vidéo, mais tu sais, qu'il reste sur le puck, puis qu'il ne fasse pas scraper son équilibre là, par rapport au release. Fait que Guy, c'est un gars de skill, c'est pas un coach de goaler, mais c'est ça, il essaie de voir ton côté opposé encore. OK. C'est quoi, Guy, il a reposé une question, puis Alex, je repassais avec Guy, là, mais Guy, tu as écrit comment adresses-tu la nouvelle mode de changer l'angle d'un tir pour maximiser la performance de tes gardiens? Doivent-ils anticiper ou selon quelle situation, le changing shooting angle? En fait, ce que je demande à mes goalers, c'est de donner le premier pouce au shooter. Fait qu'exemple, tu rentres au filet, moi je suis gaucher. Fait que je vais donner l'exemple, c'est d'essayer de le voir au jeu. Là. Je rentre au net, ma palette est alignée sur mon pied gauche, je rentre à droite. Puis là, je prends vraiment un step, puis j'élargis ma palette vers le centre de la glace, là, vers ma gauche à moi. Le gardien dans le filet, ce qu'il devrait faire, selon moi, c'est donner un peu d'avance à ma palette pour qu'elle ait l'air d'avoir l'illusion d'avoir un petit trou du côté où est-ce que je bouge mon puck. Mais je dis le premier pouce, c'est pas un pied, là, c'est un pouce. Ce que ça fait, c'est que du point de vue du gars qui bouge sa rondelle, s'il essaie de lancer, ouvrir ma palette vers la gauche pour lancer sens contraire ou lancer au travers, je me retrouve avec un goaler qui est pas mal dans le shooting lane encore. Puis étant donné qu'il est en train de se déplacer, un coup que la shot est partie, s'il est vraiment parti du côté où est-ce que je l'ai laissé aller, le goaler est comme en train de se rendre. Mais tout ça, ce que j'entraîne aussi beaucoup, c'est les gardiens, c'est de garder le meilleur équilibre possible. C'est le changement de position de base qu'on a vu tantôt là, avec mon goaler en situation de pratique. On travaille beaucoup à ce que ça n'arrive pas. Évidemment, c'est tout le temps un jeu de chat et de souris là, parce que ça va tout le temps arriver, mais ça va arriver le moins souvent possible. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi qui fait que les gardiens sont moins bons quand le release est élargi. Fait que je demande tout le temps, donne le premier pouce au shooter dans la direction où est-ce qu'il va. Parfait, merci. Il te remercie. Il va challenger son coach de goaler. Il y a Alex qui a demandé, excusez 2 secondes, j'attendais de remonter les questions. C'est quoi les ajustements à apporter pour un shooter versus un gardien droitier? Pour un shooter gaucher ou un shooter droitier? Bonne question. Les 2 options. Tu sais, dans le fond, c'est juste que le goaler est à l'envers, mais c'est les mêmes principes. Fait que ça, puis les principes que je parlais de vendre ta shot, d'être capable de jouer large et vite aussi quand tu changes ton release, il s'applique des 2 côtés. Évidemment, pour bien du monde, on a tout notre côté préféré. Là. Puis, mais il n'y a pas de temps d'ajustement à faire à part, il faut que tu le saches, le gardien de l'autre bord.
Puis c'est bien plus de quel gardien, de quel côté il tourne. Tu essaies de décoder, il tourne-tu plus côté bloc, il tourne-tu plus côté mid. Puis c'est sur ce côté-là que j'essaierais de shooter un petit peu plus. En partant du point de vue que tu es vraiment aussi efficace à shooter d'un côté ou de l'autre du gardien. Intéressant, merci. Mike, il demande plus facile de déjouer et battre un goalie du côté mid ou du côté blocker? Point ou sur une shot? Ah, voilà. Je dirais sur une shot. Sur une shot, sûrement. Sinon, il va le réécrire. Une shot. Parce que, ben encore là, ça revient beaucoup à quel gardien, quel côté le gardien tourne. Donc, puis overall, les goalers sont moins bons côté blocker. Ils tournent plus côté blocker. Mais ça va beaucoup avec quel gardien tourne. Puis après ça aussi, toi, si je suis un gaucher et c'est un goaler standard, ben j'ai la ligne directe pour shooter blocker. Donc, normalement, sur le volume, je devrais être capable de scorer plus souvent là. Mais encore là, si tu es capable de bien vendre ton release, donner beaucoup de largeur vers la gauche, le goaler se déplace trop, tu es capable de shooter en croisé, tout peut se faire. Là. Mais pour une ligne directe, côté blocker, c'est plus. Bon, là, il vient d'écrire non shot, déjoué. Il voulait 2 options, dans le fond, il attendait que tu parles. Déjouer, si tu veux le battre five-hole, c'est vraiment plus facile d'amorcer ton déjou côté mitaine parce que le bâton suit vraiment moins souvent. Bon point, c'est vraiment intéressant. Excellent. Merci. D'autres questions? Ben, merci tout le monde d'avoir été là. Merci encore, Oli, très apprécié. Puis demain, une autre conférence. C'est encore les gardiens de but, mais une autre vision aussi de Dan Ferguson qui est dans la WHL avec les Winnipeg Ice. Fait que merci tout le monde. Bien encore, merci Oli. Ça fait plaisir. Salut tout le monde. Bye. Oli, je vais t'appeler. OK, c'est bon. Bye. C'est bon. Bye.